On est rendu à cette portion de l'émission que nous aimons tous, le perron d'église. Je vous rappelle, à chaque semaine, on vous pose une question sur les réseaux sociaux. Participez au perron d'église, vous avez une question, une interrogation, un take à nous partager. On va lire, on va en débattre avec vous et on va en discuter. Cette semaine, la question sur Facebook qui nous provient de Producer Oli qui demande c'est comment ça se donne en 3 temps, c'est ça l'affaire. Donc, en un temps, il y a le Canadien qui annonce cette nouvelle comme quoi il y a un changement de personnel qui arrive là, dans l'équipe. Ensuite, il y a Eric Engels qui reprend la nouvelle et qui dit il y a quelques changements. Il y a quelques changements qui vont arriver là-dessus. Puis, on mentionne aussi Roger Grillo qui arrive en tant que consultant au personnel d'entraîneur. Puis, il y a Producer Ali qui demande pouvez-vous m'expliquer ça comme si j'avais 5 ans? Ben écoute, j'aimerais ça qu'on vienne dans le groupe. Il y avait une super bonne explication. Puis j'ai un blanc sur la personne qui l'a. Moi, je sais, shout-out Gab Butch qui travaille. Oui, c'est ça. Gabriel Bouchard, qui travaille pour l'antichambre à RDS, qui est un employé RDS. Il nous avait expliqué ça avec une sorte d'analogie de prof d'édu que t'aimes, mais qui est rendu à sa semi-retraite, qui est genre, hey, voudrais-tu venir travailler avec nous autres? Puis tout le monde dit oui, puis tout le monde capote. C'est à peu près ça. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est que c'est une super bonne explication sur le groupe Les Super Fans des Tigers de Guangdong. Vous pouvez lire ça en détail. Mais bref, je vais aussi m'essayer d'expliquer ça. Mais je vais peut-être surestimer les capacités d'un enfant de 5 ans. Dans le fond, je vais peut-être l'expliquer comme si tu avais 14-15 ans. Mais bref, dans le fond... C'est-à-dire l'âge de Félix. C'est ça, qui est à peu près mon âge. Roger Grillo, qui travaille pour le programme de développement américain, travaille pour le hockey États-Unis, et qui travaille très fort avec ces gars-là depuis des années. Donc, pour le Canadien, c'est pas la première fois qu'on va piger dans ce département-là. Des gars comme Cole Caulfield et Lane Hudson, évidemment, qui viennent de là. Chez le Canadien, on savait que le départ de Lex Burrows, on cherchait peut-être pas nécessairement un entraîneur temps plein pour le remplacer, mais on n'écartait pas peut-être un consultant pour remplacer Burrows, entre guillemets. Et finalement, c'est Roger Grillo qui vient faire ça. Grillo, concrètement, sa job ne sera pas d'être là à tous les jours, d'être là dans les opérations au jour le jour de l'équipe. Va être là surtout à titre de consultant comme entraîneur et tout. Donc, va aider un peu Martin Saint-Louis dans son travail et peut-être l'aider dans sa... Tu sais, Grillo connaît tellement bien les jeunes qui viennent de ce programme de développement-là. Peut-être l'aider à entrer en contact avec ces gars-là, puis à favoriser leur développement et tout, parce que ce programme-là, on en a parlé pendant l'été quand on a fait notre émission Perron d'église, le programme de développement américain développe tellement de talent année après année. Peut-être qu'on veut juste piger au sein d'une recette qui a déjà fonctionné. On sait que cet état-major-là, avec Kent Hughes, Jeff Gorton et tout ça, pige beaucoup, surtout dans le coin de la région de Boston, mais on n'a vraiment pas peur d'aller piger dans la NCAA et tout, aller chercher des espoirs qui viennent de là. C'est une pépinière un peu qu'on utilise. Puis je pense qu'aller chercher un responsable du programme de développement, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour cette équipe-là. Un gars qui connaît bien justement ces jeunes-là qui sortent de là, connaît un peu la réalité dans laquelle ils ont grandi, peut-être favoriser un canal de communication pour les aider à s'adapter au niveau professionnel. Je pense que dans l'ensemble, c'est pas une vilaine embauche considérant le passé de Roger Grillo qui, d'ailleurs, on l'a vu au Centre Bell au camp des recrues en fin de semaine, était déjà là à regarder un peu ce qui se passe sur la glace. Donc, va probablement aider un peu Martin Saint-Louis, un peu comme Vincent Le Cavalier le fait avec Kent Hughes, qui fait plus des missions précises, fait plus des... Kent Hughes donne, mettons, une liste de 10-12 gars, puis il dit, regarde-moi ces gars-là, dis-moi ce que tu penses de ces gars-là. Je pense que Grillo va peut-être plus faire quelque chose dans ce genre-là. Peut-être un gars qui va pas bien, par exemple. On envoie des vidéos à ce gars-là. Tu dis, qu'est-ce que tu remarques? Comment on pourrait aider ce gars-là à s'améliorer? Puis faire une liste de points. Puis juste des fois, d'avoir plus qu'une tête sur un projet. Des fois, c'est d'avoir cette divergence d'opinion-là ou d'avoir plusieurs avis en même temps, sans que ce soit nécessairement une divergence. Là. Mais d'avoir plusieurs personnes autour de la table pour se concentrer sur un même cas, ça peut aider. Puis je pense que d'avoir un gars comme Roger Grillo qui, sans être là à tous les jours pour être une voix de trop, va quand même être une voix qui va participer et s'impliquer dans le processus pour améliorer ce groupe d'entraîneurs-là, qui est un jeune groupe d'entraîneurs aussi. Puis, tu sais, surtout que, tu sais, j'aime la comparaison avec Vincent Lecavalier. C'est un peu la même vibe que j'avais de ce côté-là. Mais, tu sais, le programme national a tellement développé. Puis, tu sais, ça fait pas juste arrêter, ça continue de monter en puissance. Ouais. Puis,
J'ai hâte de voir un peu aussi ce qui va arriver sur le scouting un peu le département de repêchage, de dépistage du côté des États-Unis pour ça. J'ai encore en tête juste la cohorte de 2019, Cole Caulfield, Trevor Zegras, Jack Hughes. J'en oublie. Qui est la meilleure qui est jamais sortie de là. Matt Boldy, Spencer Knight, Cam York. Cam York là-dessus. C'était le fond, c'est le top 20 au complet. C'était quasiment le top 20 au complet. Ça pourrait être quelque chose de même. Puis, je pense que ça ne sera pas l'embauche tape à l'œil non plus, mais ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant pour le Canadien de Montréal. Mais écoute, je pense que comme on dit, Félix, Montréal est la seule place au Québec où on peut vendre 20 000 personnes dans un match de recrues en plein milieu du mois de septembre. Je pense qu'il y a peut-être juste à Montréal qu'on peut s'exciter de même pour un gars qui arrive de la NCAA pour un job de semi-retraité comme conseiller. Je pense qu'il y a juste à Montréal que ça peut parler de ça avec autant de passion de ce côté-là. On a pris la peine de vous partager quelques bonnes petites nouvelles cette semaine. Bonnes, je ne parle pas littéralement bonnes, mais intéressantes à jaser. Notamment comme quoi, Max Pacioretty s'enlignerait vers un essai professionnel avec les Maple Leafs de Toronto. Et puis là, en commentaire, il y a Michael Payette, donc ami très proche aussi, qui répond « Moi, je lui donne 3 matchs, puis il va aller rejoindre Kirby Dach avec une blessure au tendon. » Ce qui... C'est qui, d'une part, a un fond de vérité, puis de deux, c'est chiant en tabarnak. C'est chiant pour Kirby Dach, là. Moi, je veux... Moi, c'est peut-être mon cœur qui embarque un peu, mais s'il vous plaît, y a-tu quelqu'un sur cette terre qu'on peut faire une prière pour que Kirby Dach joue plus que 2 games cette saison? Qu'il joue 82, j'aimerais ça qu'il joue 82. Pour une fois, je vois Kirby Dach 82 matchs pendant un an. 82 matchs. Mais je sais pas qu'est-ce qui va être pire. Voir Max Pacioretty ou Thomas Plekanec dans l'uniforme des Maple Leafs, je sais pas qu'est-ce qui est pire. Ben, Pacioretty a tellement fait d'autres équipes que je pense qu'on est juste habitué de le voir ailleurs maintenant. C'est pas un curse que, mettons, Thomas Plekanec qui a fait littéralement un petit séjour à Toronto. Il a joué quoi, 14 matchs à Toronto, genre, Plekanec? Attends, je vais te dire ça. C'est pas moins que ça. Ça doit pas être vraiment plus que ça, là. Un gros match, une vingtaine. Il n'est pas resté longtemps. Il a fait une demi-saison. 17 matchs de saison régulière et 7 en séries éliminatoires. OK, 24. OK, quand même. Ouais, mais Thomas Plekanec n'a jamais été... C'est pas énorme, là. Mais Thomas Plekanec n'a jamais été capitaine du Canadien de Montréal. Il était capitaine officieux quand même. C'était c'était pas loin d'être le capitaine. Okay, mais... C'était pas le gars de 4e trio que tout le monde s'en fout. Mais je veux juste rappeler ça, par contre, pour les gens à la maison. Thomas Plekanec, oui, n'a pas été longtemps à Toronto, puis il était extrêmement washed, mais en 7 matchs de séries éliminatoires avec les Maple Leafs, il a marqué 2 buts, puis il a obtenu 2 passes. Go off, je me souviens tellement pas de cette année-là, man. Go off? C'était quelle année, ça? 2017-2018, l'année de Max Domi. Non, Max Domi, c'est 2018-2019. Ah oui, non, fait que c'était Ah oui, c'est vrai, c'était l'année avant. Ouais, c'est ça, c'était l'année avant cet échange-là, c'est vrai. 2017-2018, ça, c'est la 2e fois que Toronto se fait sortir par Boston. Exact. Ça, c'est exact. la 2018-2018, c'est pas l'année où est-ce que Radulov est en feu, ça, où je mélange? Non, Radulov, c'était 2016-2017. C'est l'année que les Canadiens ont terminé comme premier dans l'Est, puis se sont fait sortir en 5 matchs par les Rangers. Même tout ce qui est après 2014 puis avant 2020 canadien, c'est flou dans ma tête. C'est comme toutes des années qui étaient weird. T'avais des bonnes années, t'avais des... Ah non, 2017-2018, ça veut pas être une bonne année de Canadien parce qu'ils... ils ont manqué les séries. Puis ils ont eu que de Kanyemi. Ouais, OK. Non, c'était un grand prix de consolation. C'était genre l'année que genre Carey Price était même plus capable d'arrêter un ballon de plage. C'était absolument dégueulasse. Ah ouais, OK, ouais, là, ça me... ça, c'était des drôles d'années, man. Ça, c'était des drôles d'années. Mais je fais juste dire que 2016-2017, c'est la dernière année que le Canadien de Montréal a fait les séries pour de vrai. Pas des affaires de bulles puis de division. Hey, 2021, ça compte dans mon cœur, OK? J'étais juste à dire. On a été champion de l'Ouest. On a été champion de l'Ouest. Justement, ça veut tout dire. On a été champion de l'Ouest. Comment tu veux que ça compte? Puis 2017, ça fait encore plus chier parce que ce Canadien était supposé être parmi les meilleures équipes une fois en séries éliminatoires. Ils se sont fait juste expose par Mika Zibanejad puis les Rangers. Puis il fallait que ce soit Mika Zibanejad
qui a joué pour les Sénateurs. Tu sais, ces équipes des Sénateurs de 2012. Jean-Gabriel Pajot, Nord je déteste tellement Mika Zibanejad. Je vais avoir une photo de lui dans ma chambre avec un couteau dedans. Ça me faisait chier. Hey, sérieusement, de toutes les directions que Chola allait prendre, je pensais pas que ça allait être Mio qui part une session de rage contre Mika Zibanejad. C'était loin dans ma liste d'affaires. Puis attends un peu. Non, mais c'est parce que j'ai vraiment du beef avec Mika Zibanejad. Parce qu'en plus de ça, non seulement j'ai pour ces équipes-là, il y a l'affaire de son but qui a kické la porte. Oh non. Pas-moi pas là-dessus. Puis là, Mika Zibanejad est un marqueur d'un point par match avec les Rangers. Oui, mais c'est probablement Non, c'est probablement dans le top 3 des plus gros powerplay merchants de toute la Ligue nationale. Mais Pop, j'ai du beef avec Mika Zibanejad, tu réalises même pas, là. Je sais. De le voir être un joueur de 100 points, ça m'enrage. Mio, est-ce que tu aimes plus les Steelers que tu détestes Mika Zibanejad ou c'est... Quelle est l'émotion la plus forte en toi? Ton amour des Steelers ou ta haine de Mika Zibanejad? Ma haine pour Mika Zibanejad. Wow! Sans hésitation. Non. Sans hésitation. Les gars. Fait que dans le fond, si je comprends bien, Mika Zibanejad, c'est notre ennemi, dans le fond. C'est un up. C'est notre official up de la triple menace. Fait que j'ai hâte de l'écouter. N'importe qui de cette équipe des Sénateurs, comme je dis, de 2013 jusqu'à 2016, il n'y en a pas un que je vois, puis je suis comme, hey, pour vrai, j'ai vraiment aimé de voir jouer. C'était des équipes qui étaient nulles. Il y a des chauffeurs de Uber aussi qui font dire qu'ils ne veulent pas avoir ces équipes-là. Ils ne veulent pas être avec ces équipes-là. Tough. Mais moi, juste pour revenir à Thomas Plekanec, ce qui me fait le plus drôle, c'est que non seulement il est parti à Toronto, mais il est revenu à Montréal après ça. Pour 3 games, il est revenu l'année d'après, juste pour dire qu'il a fini sa carrière à Montréal. Thomas Plekanec, c'est le seul et unique cas dans l'histoire. Tu sais, quand un gars se fait échanger à date limite qui dit « Ah, je serais ouvert à revenir l'été d'après », c'est le seul et unique cas, je pense, dans l'histoire du sport professionnel où un gars a été échangé puis il est vraiment revenu l'été d'après. À chaque fois, quand vous entendez un gars dire... échangé à l'équipe rivale! Ouais, mais tu sais, quand vous entendez un gars dire « Ah, je suis ouvert à revenir à l'été prochain », là, non, ça arrivera pas, oubliez ça, à moins. Ok, est-ce que vous en voulez une qui est difficile d'un gars qui était ouvert à revenir puis n'est jamais revenu? Kovalchuk, c'est sûr qu'il me parle de Kovalchuk. Il y a Kovalchuk. C'est sûr qu'il me parle de Kovalchuk. Non, mais il n'y a rien de plus difficile que voir un joueur en fin de carrière, un joueur de soutien, un joueur comme, tu sais, Ilya Kovalchuk en fin de carrière avec les Canadiens. Tu tombes en amour avec le gars, puis... 2 buts en overtime pendant 2 matchs consécutifs. Ah non, mais c'est comme un fever dream, mais il n'y a rien qui peut séparer ce lien-là. Non, Mio, on est en 2024 aujourd'hui, je refuse de croire que Ilya Kovalchuk a déjà joué pour le Canadien de Montréal. Et il a été un favori de la foule. Les gens l'ont aimé. Oui. Mais c'est vrai que son but en prolongation contre Toronto... Il y en a deux en prolongation. Contre Toronto, les deux? Il y en a pas, c'était contre Ottawa. Les deux, je pense. Là, c'était Ottawa, je pense. Puis il arrivait comme... Il arrivait juste sur l'aile... Tu sais, il arrive sur l'aile gauche, tout ça, prend son temps à partir... Hey, dans le Centre Bell, ça crie Covey depuis, je sais pas... La dernière fois, ça devait être Kovalev, Ben. Hey, ça n'a pas crié ça pour Jonathan Kovacevic, en tout cas, on va te le dire. Là. Ça a jamais crié, ça a dû crier pour Kovalev, mais pas pour Kovacevic. Non, mais ça n'en dit-tu que on peut rien avoir à Montréal quand le summum de notre vie en tant que partisan, ça a été de voir Ilya Kovalchuk marquer quelques buts en une quarantaine de matchs? Hey, mais c'était tellement une année pourrie, ça, que c'était le seul beau moment de cette année-là. L'autre beau moment, c'est Nick Suzuki qui frotte la tête de Carter Hart en série dans la bulle. Ça, c'était cool. C'est l'autre beau moment. Anyways, puis dans d'autres nouvelles qu'on partage quand même sur les réseaux sociaux, on parlait de Félix et de l'alcool, tout ça. Félix, cette semaine, a passé une tier list cette semaine. Parce que Félix, il aime bien ça, faire des tier lists. Oui. Et cette semaine, il en a fait une pour les porteurs de ballon. Bon, les principaux, on va dire. Ceux qui valent la peine d'être placés. Ouais, non, mais c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, Félix qui a quand même manqué un peu de respect à Najee Harris, mais bon. C'est correct, c'est le 4e porteur de ballon depuis 2021 au niveau des verges accumulées, mais bon, ça, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas parce qu'il n'est pas bon. Il y a seulement genre Josh Jacobs, Jonathan Taylor, puis j'en sais pas, Barkley. C'est sûr qu'il y a Derrick Henry, là.
Ouais, puis Derrick Henry. C'est comme les 3 seuls qui sont devant Najee Harris à ce classement-là, mais bon. Najee Harris est apparemment mid. Fait que je partage le commentaire de Guillaume Pelletier qui dit... Depuis 2001? 2021. 2021? Okay. Ouais, 2001, quand même, tu fais un ouais, peu. 2001, il y a quand même... Bon, OK, on peut dire ce qu'on veut sur la personne, mais il y avait Adrian Peterson là-dedans aussi. Là. Je pense que 2001, tu remontes à Marshall Faulk. On est loin. Oh, on est loin, maudit. Le Daniel Tomlinson, Jamal Lewis et Priest Holmes. Là. Jerome Bettis. Légende de vos Steelers de Pittsburgh, Jerome Bettis. Tout ça pour dire, Guillaume Pelletier qui dit j'aurais besoin de quelques bières avec Félix pour redresser ce classement-là de mon point de vue. Autant que Félix n'est pas un adepte de boire pour l'instant, ça pourrait changer assez vite. Écoute, les Titans et les Rams, c'est sûr que j'y pense à chaque semaine. À chaque dimanche, là, c'est hey, si Malik Willis vient battre les Titans, man. Ouf. Ok, Mew, je pensais que tu sortais un gros cap, genre un gros mensonge. Ce n'est pas une blague. Il est vraiment 4e pour les verges au sol depuis 2021. Derrière qui? Derrière Jacobs, Henry, puis... Josh Jacobs, Jonathan Taylor 2e, puis Derrick Henry 1er. Vous pensez que j'ai Henry? Non, moi je pensais que tu disais genre le plus gros cap de l'épisode juste pour hyper, puis je viens d'aller vérifier. Ah non, Chris, t'as raison. En tout cas, Derrick Henry, prière à toi P.T. Ravens parce que on vous souhaite une bonne semaine la semaine prochaine parce que vous êtes 0-2, c'est une bande de fraude. Ça va définitivement être un des trucs qu'on va surveiller, voir comment la débandade va poursuivre chez les Ravens de Baltimore. Aussi, ce que je vous invite à surveiller aussi, c'est les séries éliminatoires de la WNBA qui s'en viennent. Donc, dans une semaine, ce qui veut dire le 22 septembre, c'est là que ça va commencer. On va avoir aussi du basketball de la NBA qui arrive très prochainement, un match préparatoire qui va arriver, je pense, c'est le 24. Et une semaine plus tard, le 1er octobre, c'est le début des camps d'entraînement. Juste avant qu'on se quitte, on vous invite quand même d'aller voir la page Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong où vous pourrez interagir avec nous et répondre au quiz du joueur de la semaine. Et les boys, le joueur cette semaine était George Karlaftis, le préféré de Producer Lee qui nous avait d'ailleurs vendu George Karlaftis pendant le preview de la saison qu'on avait fait et qui d'ailleurs, je ne me trompe pas, un sac du corps aujourd'hui. En tout cas, je l'ai vu 2-3 fois pendant le match. Donc, oui, j'ai décidé de rendre hommage un peu à Producer Lee cette semaine avec son joueur préféré en défensive, George Karlaftis. Parmi tant d'autres choses à surveiller aussi, passez sur la page Facebook, comme j'ai mentionné, vous trouverez tous les liens pour les précédents épisodes et pouvoir... je suis en train de mourir en ce moment, je suis désolé, c'est vraiment le temps qu'on finisse le show. Les allergies sont vraiment en train de m'avoir en ce moment. C'est comme tu sais, je suis en train de pleurer en ce moment, mais c'est pas. Mais tu sais, c'est pas parce que je suis triste. C'est parce que c'est les allergies qui me pognent. Oui, ils disent tout ça, puis moi je coupe des trucs à côté. Là. Mais c'est juste pour dire, je vais prendre le relais. Les Superfans de Tigers de Guangdong pour tout ce qui est nos anciens épisodes et nos liens pour nos différentes plateformes sur les médias sociaux. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Et ciao, ciao, tout le monde! On parie combien que je vais être malade la semaine prochaine.